Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Dimanche en politique. Désormais, jusqu'aux élections municipales, nous allons consacrer chaque émission, chaque semaine, aux enjeux de ce scrutin avec plusieurs villes test de la région. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Dax dans les Landes. Quels sont les enjeux, quels sont les programmes dans la deuxième ville du département? Sur ce plateau, nous avons les deux seuls candidats déclarés à cette heure. Julien Debois, vous êtes le maire Horizon sortant, tête de liste centre et droite. Vivons Dax, c'est le nom de votre liste, non réduit évidemment. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. Face à vous sur ce plateau, Viviane Loumé-Sexo, candidate de l'Union de la gauche, candidate d'opposition, tête de liste, Dax à 100%. Vous êtes conseillère municipale socialiste depuis 2008. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On rappelle que la règle de ce débat, c'est l'équité du temps de parole. Pour commencer, avant de vous poser quelques questions, quelques données clés sur Dax, donc la deuxième ville des Landes, 22 109 habitants exactement, d'après le dernier recensement de l'INSEE, plus 393 à un an, sont des chiffres et des nombres qui datent de 2023 et 2024. La deuxième ville du département des Landes, donc, un taux de chômage, selon les statistiques de France Travail en 2025, de 7%. La première question, elle est pour vous, Julien Dubois. Quel regard sur Dax aujourd'hui? Alors, il ne s'agit pas de faire un bilan de votre mandat depuis 2020. Ville attractive, dynamique, on parle beaucoup des difficultés des commerces du centre-ville. À Dax comme ailleurs, globalement, qu'est-ce que vous en retenez? Dax, c'est déjà une ville importante dans les Landes, vous l'avez dit, c'est la sous-préfecture des Landes, une ville qui a des atouts importants depuis de nombreuses années, le thermalisme, les fêtes de Dax qui font sa renommée dans la France entière, voire même au-delà, le rugby, bref, une ville moyenne mais qui est connue au-delà de ses frontières, mais qu'il fallait réveiller, qui s'était endormie depuis en 2020 lorsque nous sommes arrivés et sur laquelle il fallait investir massivement pour qu'elle retrouve son rang, pour qu'elle retrouve son attractivité et que les gens qui y vivent mieux qu'elle ne vivait auparavant. C'est pour ça que nous avons investi massivement, je le disais, tout d'abord sur le centre-ville, c'est ce qui s'est vu. On va évoquer les termes et tout ça. C'est ce qui s'est vu majoritairement. Notamment les commerces, la question des commerces évidemment dans le centre-ville. C'est lié au centre-ville, parce que pour que les commerces fonctionnent, il faut que les gens aient envie de venir en centre-ville et de ce point de vue-là, il fallait investir massivement sur les espaces publics qui soient plus attrayants et qui donnent envie aux gens de venir. C'est ce que nous avons fait avec des résultats qui commencent à se sentir puisque le taux de vacances baisse de manière significative et que on retrouve une affluence supplémentaire grâce aux statistiques que l'on tient de manière très précise. Madame Loumé-Sexo, votre regard est forcément moins enthousiaste sur la ville de Dax. Oui, bien sûr. Alors là où on va quand même se rejoindre, Monsieur Dubois, c'est que la ville de Dax a effectivement un très haut potentiel. C'est une ville magnifique et je pense que nous l'aimons beaucoup et beaucoup apprécient de venir s'y installer. Mais effectivement, là où je vais diverger de vos propos, c'est que vous parlez de réveil. Je crains que nous ayons sombré dans un cauchemar réveillé parce que, effectivement, la ville de Dax peine à sortir de ses difficultés en termes d'économie. On abordera, je crois, tout à l'heure le thermalisme, le commerce, effectivement. Et puis, nous avons aussi de graves problèmes de sécurité, à la fois dans les quartiers, mais aussi dans le centre-ville. Ça faisait partie de vos promesses électorales et elles n'ont pas du tout été tenues. Et puis, je parlerai aussi à certains moments du tissu social et de l'action sociale qui est quand même le parent pauvre de la politique qui a été mise en œuvre ces dernières années. Le thermalisme, la vitrine de Dax depuis très très longtemps. Alors le gouvernement entendait baisser le remboursement des cures. Il n'en sera rien pour 2026. Forcément une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la situation du thermalisme à Dax est vraiment la vitrine de la commune, connue pour ça. Oui, je veux juste revenir sur les propos qui ont été tenus à l'instant. Vous me répondrez après alors. Loumé-Sexo, oui, je vais vous répondre, mais on voit le sens de la mesure quand Madame Loumé-Sexo parle de cauchemar réveillé, alors que l'affluence en centre-ville augmente de 100 000 personnes chaque mois, alors que je le disais... 100 000 personnes, c'est-à-dire, quand vous parlez d'affluence en fait. On a 1 400 000 personnes qui viennent dans notre centre-ville chaque mois. Ce sont des données très précises que l'on tient grâce à un logiciel qui s'appelle MyTraffic et qui, grâce aux données GPS des téléphones portables, nous permet de mesurer cette affluence. Okay. Il y a un an, elle était encore de 1 300 000. On augmente chaque année, grâce notamment à tous les investissements que l'on a pratiqués et grâce à la rénovation du centre-ville qui a été faite. Donc voilà, je pense que... Vous ne serez pas d'accord là-dessus de toute façon. Confronter nos idées, nos visions.
de là à parler d'un cauchemar, alors que tout le monde a constaté le dynamisme nouveau présent à Dax depuis 6 ans, c'est trop exagéré. Pour le thermalisme, effectivement, je suis bien placé pour vous dire qu'il a fallu le défendre. Vous êtes allé à l'Élysée en septembre. Alors que Mme Loumé-Sexo disait d'ailleurs que je ne faisais rien sur ce sujet. En tant que président de l'association des maires de communes thermales, j'ai été en première ligne pour le défendre. Pourquoi ? Tout d'abord, pour les curistes qui ont besoin que leur cure soit remboursée pour aller mieux. Et puis, bien évidemment, pour toute l'économie qui est derrière et le développement des stations comme celle de la ville de Dax qui ont fait que nos villes se sont construites en fait autour de l'activité thermale et que, bien évidemment, une baisse de remboursement aurait été catastrophique. Donc oui, on s'est battu. Terminez. Je vais poser la question à Mme Loumé-Sexo, mais allez-y, terminez votre phrase. Oui, il faudrait qu'on puisse finir les phrases. J'ai rencontré tous les décideurs en la matière, l'Élysée, Matignon, tous les parlementaires, qu'ils soient à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on a réussi à maintenir ce taux de remboursement à 65% pour les curistes, à 100% pour ceux qui sont touchés par une ALD, une affection de longue durée. Et pour la ville de Dax, c'est bien évidemment un élément très important parce que le thermalisme, c'est un élément essentiel à notre activité, notamment économique. Madame Loumé-Sexo, sur cette question du thermalisme. Oui, beaucoup à dire évidemment. Votre avis plus nuancé ? Oui, bien sûr aussi sur ce sujet-là. 2 menaces pèsent sur le thermalisme d'Aqua en particulier. Vous avez parlé du déremboursement et je tiens à saluer l'ensemble des élus landais en particulier qui sont allés défendre ce sujet-là auprès du ministère, auprès du gouvernement, l'ensemble des élus, toutes tendances confondues, effectivement, et l'ensemble des acteurs professionnels, il ne faut pas les oublier non plus. La deuxième, alors pour l'instant, cette menace, elle est écartée, mais restons vigilants et je resterai vigilante sur ce sujet-là. La deuxième menace, quand même, c'est celle qui plane plus précisément depuis 2020 sur le thermalisme d'Aqua. Moins 27% de fréquentation, moins 15 000 curistes. Moins 15 000 curistes, c'est énorme. Ça fait à peu près... C'est difficile de savoir pourquoi, pardonnez-moi, parce que c'est difficile de savoir pourquoi concrètement, en fait. Alors... Est-ce que c'est une baisse de l'idée même d'aller faire des cures dans ce pays, des gens qui en ont peut-être moins besoin, c'est pas forcément lié uniquement à la politique de la ville là-dessus. Oui, mais il y a quand même quelques leviers qui peuvent être actionnés par une municipalité. Je vais y venir juste pour compléter les chiffres, et M. Dubois ne pourra pas les nier puisque ceux-là sont officiels par le CNED, ils sont donnés par le CNED. Donc je disais moins 15 millions de curistes, cela fait à peu près... Pas 15 millions. Ça fait à peu près 36 millions de baisse en termes de... On est plus sur 15 000, non, que 15 millions, non 15 millions Non, je parlais de 15 000 curistes en moins, 36 millions depuis 2020. D'accord. Donc je vais essayer de caser 36 millions de pertes économiques. Si je bien clair sur les chiffres, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est pour ça que je vous pose les questions. Voilà, je termine ma phrase. Donc 15 000 curistes en moins, 36 millions de pertes économiques depuis 2020. Alors évidemment, il y a certaines choses sur lesquelles nous ne pouvons pas, à l'échelle de la municipalité, forcément avoir la main, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été complètement abandonnées par la politique de M. Dubois, en termes, par exemple, de communication, guide thermal, si je vous parle du guide thermal, si je vous parle du site Macuradax, si je vous parle de la publicité, des achats d'art, si je vous parle du soutien à la recherche et de l'innovation, si je vous parle de conférences, si je vous parle de formation, je pense que là, quand même, il y a des choses sur lesquelles vous auriez dû garder la main, vous auriez dû être actif et dynamique, et ça n'a pas été le cas. En 1 minute, parce qu'on a beaucoup de sujets encore, et le temps file à M. Dubois. Vous pouvez répondre, allez-y, mais après on va changer de thématique. Les choses en place et la vérité à sa place. Madame Loumé-Sexo oublie de préciser qu'il y a eu un petit épisode qui s'appelle le Covid et qui a perturbé considérablement l'activité thermale en France. Parce que la baisse que connaît Dax, elle est connue dans l'immense majorité des stations thermales de France. Et effectivement, cette baisse, je pense que vous aurez l'honnêteté de le dire, elle a commencé avant 2020 et avant notre arrivée, parce que justement, notre ville, sur tous les aspects que je décrivais tout à l'heure, la qualité du centre-ville, les animations,
ce qu'on propose aux curistes, en fait, avait baissé pavillon. Il y a une ville qui a plus progressé que les autres, c'est Balaruc, dans le sud-est, parce que, et j'ai rencontré les élus de cette commune, eux, ils ont continué à investir avant 2020, comme nous le faisons aujourd'hui, et donc on a cette inertie qui fait qu'il faut rattraper les choses. Il y a une autre chose à préciser, c'est que la ville de Dax a une spécificité, c'est qu'elle est composée d'une multitude d'établissements thermaux, tous différents. Et il y a des établissements thermaux qui ont rattrapé la fréquentation qu'ils avaient avant Covid. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de retard. C'est eux qu'il faut accompagner. Surtout ce que a cité Mme Loumé-Sexo par ailleurs, on n'a rien arrêté. Le guide thermal qu'elle cite, en fait, il est devenu numérique. Il reste quelques exemplaires papier, mais on s'est adapté aux moyens qu'utilisent les curistes d'aujourd'hui, qui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans et qui sont aujourd'hui une génération qui est totalement connectée et qui donc préfère suivre les choses de manière numérique plutôt que uniquement sur des guides papier. Et il n'y a pas une mesure qu'on ait arrêtée. On a même intensifié les choses. On n'a pas le temps de le développer là, mais on a un office de tourisme très dynamique qui est en permanence en train de choisir de nouvelles pistes pour justement attirer chez nous de nouveaux curistes. C'est une tendance qu'on va revoir. Il y a de l'inertie, mais grâce à tout ce qu'on met en place, on aura le temps d'en parler, un golf, un centre-ville rénové et demain une salle de spectacle, on ne doute pas que l'attractivité thermale de Dax sera à nouveau celle qu'on attend. On va élargir le sujet de la santé maintenant pour parler de la situation du centre hospitalier. La modernisation est en cours, notamment il y a eu un service réanimation flambant neuf. On a une question d'un internaute de Dax qui s'adresse à vous deux. Je cite, l'hôpital licencie. Quelles mesures comptez-vous prendre? Je vais poser la question à Mme Loumé-Sexo pour le personnel, si jamais vous êtes élu maire, et l'avenir de l'établissement. Alors, lorsqu'on est maire de Dax... Qui a montré, pardonnez-moi, toute son utilité la semaine dernière pendant la vague de froid et le verglas et les nombreux accidents qu'il y a eu sur les routes. Tout à fait, effectivement. Il a déclenché le plan blanc, effectivement. Alors, l'hôpital de Dax, il faut le savoir, le maire ou la maire de la ville préside le conseil de surveillance de l'hôpital de Dax. Et à ce titre, effectivement, il peut appuyer, ou elle peut appuyer un certain nombre de choses. Pour rappel, cet hôpital était à l'équilibre financier en 2020. Il affiche maintenant un déficit d'environ 15 millions d'euros. Effectivement, c'est très alarmant. La personne qui a posé la question, on parle de licenciement. Il y a eu effectivement un certain nombre de postes qui ont été supprimés. Il y a encore des projets de suppression de postes et cela effectivement est très, très, très inquiétant. Une menace, une double menace, là aussi, qui pèse sur notre hôpital, je vais en profiter pour le dire. D'abord, cette menace qui est assez récurrente de fusion entre l'hôpital de Mont-de-Marsan et celui de Dax, avec le risque que notre hôpital, qui est un hôpital de premier recours, devienne un hôpital de proximité, comme pourrait l'être par exemple celui de Saint-Sevé. Effectivement, si je suis élue, je défendrai ardemment notre hôpital pour qu'il reste un hôpital de premier recours. Monsieur Dubois, sur cette question de l'hôpital, avant qu'on évoque l'insécurité, parce que le temps file évidemment, allez-y. Oui, le maire est effectivement le président du conseil de surveillance. Mon opposante parle de maintien de l'autonomie. Je suis celui qui a permis que notre hôpital soit encore autonome, intégré dans un GHT, mais autonome sur le plan de la direction et de son budget. Donc, de ce point de vue-là, on est bien d'accord sur la nécessité de le préserver. Sur le reste, il n'y a pas de licenciement au sein de l'hôpital de Dax. Oui, il faut être précis. Je défends l'établissement, tout en sachant que, bien évidemment, c'est une politique d'État, c'est l'apanage de la fonction publique hospitalière, et que l'hôpital est financé par des organismes nationaux comme l'ARS. L'hôpital de Dax ne licencie pas, mais il est obligé de s'adapter effectivement à une situation liée notamment à la crise Covid et une cyberattaque qui a généré des déficits exceptionnels. On a atteint un déficit de 21 millions il y a 2 ans, ce qui nous a amené à changer la direction pour revoir les choses différemment. Et on arrive maintenant à des déficits non pas de 15 mais de 11 millions pour atterrir, je pense, sur le prochain budget. Parce que vous ne serez pas d'accord sur les chiffres. Mais ils sont tout frais, donc je comprends que l'information ne soit pas encore tout à fait passée. On est en train de boucler les derniers comptes administratifs et il sera plutôt de 5 à 7, ce qui est
en fait, être dans les meilleurs établissements hospitaliers en France grâce aux mesures qui ont été prises. Mais effectivement, ces mesures, elles ne doivent pas minimiser le service public hospitalier rendu. Donc on est en train, avec la nouvelle direction, de rationaliser les choses pour être plus efficace, notamment en répartissant mieux le nombre de lits par service. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce sont des choses qui ont été faites dans beaucoup d'hôpitaux en France et qu'on fait là. Et l'intérêt d'améliorer ces résultats, c'est pas pour se faire plaisir, comme à chaque fois, c'est pour pouvoir investir, parce que notre hôpital, parce que l'activité ne cesse de croître en raison notamment de la croissance démographique que vous avez souligné en introduction sur Dax, mais aussi sur tout le ressort, a besoin d'être encore plus performant, a besoin d'investissements importants, et ces investissements, ils ne peuvent se faire que quand on a amélioré les finances, ce qui est en train d'être validé. On va évoquer le dossier de l'insécurité ou la sécurité. Préoccupation numéro 1 des électeurs sur cette campagne électorale, en tout cas dans les villes. Je voudrais vous montrer cette statistique. 2148, c'est plutôt un nombre, c'est le nombre de crimes et délits recensés par les services de police et de gendarmerie en 2024 à Dax. Alors, c'est à moduler, parce qu'il y a les fêtes de Dax, avec beaucoup de monde qui arrive sur une période très courte. Juste sur la question de fond, elle est pour vous, Madame Loumet-Sexo. Dax n'est pas considérée comme une ville dangereuse par les services de l'État, des services de police et de justice. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y a un problème d'insécurité dans la ville ? Alors on va mettre de côté le phénomène, encore une fois, des fêtes de Dax, où il y a 1 million de personnes sur 5 jours, qui est vraiment quelque chose de différent. Il y a forcément un peu plus d'insécurité à ce moment-là. Tout à fait. Alors vous parliez des chiffres, moi je vais en donner un autre, c'est celui de 2020. Les crimes et délits étaient à hauteur de 1261. Donc, qu'il y ait fête de Dax ou pas, on voit bien que de toute façon, l'augmentation, elle est là. C'était le point fort de votre campagne, Monsieur Dubois, la sécurité à Dax. Or, qu'est-ce que l'on constate, que ce soit en centre-ville, en particulier en fin de semaine, dans les soirées qui s'éternisent, que ce soit dans certains quartiers, eh bien, nous avons à la fois de l'insécurité, nous avons des incivilités, évidemment, en termes de bruit, en termes de tags, en termes d'agressivité, et j'en passe. Et tout ça, effectivement, inquiète beaucoup les habitants de Dax, mais aussi les professionnels, les commerçants, les acteurs thermaux qui font part, effectivement, de leur ras-le-bol face à des situations qui s'enquistent et que l'on peine à la fois à hauteur de la municipalité et puis aussi de l'État avec la police nationale, que tout le monde peine à faire disparaître. C'est une compétence régalienne de l'État, la sécurité dans la commune, pas uniquement des villes. Julien Dubois, vous avez... Pardon, mais le maire a quand même le pouvoir de police et doit être garant de la sécurité dans sa ville. Donc pour ça, il y a un certain nombre de choses à faire. Alors je suppose que M. Dubois va nous parler de l'armement de la police et des caméras. Fait en 2021, c'était une promesse de campagne de 2020. Vous avez armé la police municipale en 2021. Est-ce qu'elle montre son efficacité ? Promesse tenue. Et la vidéosurveillance aussi. Au-delà de la promesse tenue, est-ce que ça marche en fait ? Est-ce que c'est efficace ? Je vais vous répondre, mes promesses tenues. Je suis ravi de voir que Mme Loumet-Sexo s'intéresse à ces sujets de sécurité, parce que quand elle était aux manettes, quand elle était adjointe sur mandat, elle considérait qu'il n'y avait pas à s'en soucier et qu'effectivement c'était un sujet régalien et qu'après tout la ville n'avait pas à participer plus que ça. Moi j'ai pris les choses à bras-le-corps, j'ai regardé ce sujet de la sécurité en face, sans me voiler la face justement, et ce qu'on a promis, on l'a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a développé le système de vidéoprotection parce que c'est un système de prévention et qui permet de résoudre les crimes et les délits lorsqu'on enquête important. On a rajouté 49 caméras, on a investi massivement. Madame Loumet-Sexo était contre. On a armé la police municipale parce que notre police municipale, aujourd'hui, elle intervient sur tout un tas de théâtres dangereux. C'est dissuasif que nos policiers municipaux soient armés et ça les permet de se protéger. Nous l'avons fait et effectivement, il fonctionne mieux aujourd'hui. Madame Loumet-Sexo était contre. On a élargi les horaires de la police municipale pour qu'ils puissent, en accompagnement de la police nationale, être plus sur le terrain. Ça a aussi été vu par la population. Et puis, on a développé des dispositifs comme participation citoyenne dans les quartiers qui commencent à porter leurs fruits. Le chiffre que vous avez montré de 2024, il est en baisse par rapport à 2023, il faut le préciser, mais je continuerai à ne pas me cacher derrière mon petit doigt sur ce sujet.
tant qu'il restera un acte délictueux commis dans notre ville, ce sera toujours un acte de trop. C'est la raison pour laquelle on va continuer à investir massivement. C'est la raison pour laquelle on va continuer à agir de manière très forte sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, un acte délictuel, c'est toujours un acte de trop. J'ai une question d'un internaute là-dessus, cette question qui s'adressera à vous, Madame Loumé-Sexo. Ne pensez-vous pas que Dax est confronté à des comportements malveillants issus de gens qui ne sont pas de la ville, sont des internautes qui nous ont fait passer cette question ces dernières heures? Alors écoutez... si c'est le cas, qu'on fait comment en fait? Parce qu'au-delà de la question, on fait comment en fait? Alors écoutez, moi dans nos propositions, M. Dubois dit qu'il va continuer à mener cette politique répressive en termes de sécurité. Bon, moi je constate juste l'augmentation des crimes et délits, donc pour moi j'appelle ça un échec. Par contre, dans le même temps, qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien que tout le tissu social, en particulier dans les quartiers, tout l'accompagnement par les animateurs, les éducateurs de quartier, les médiateurs, tout ça a été complètement abandonné. Qu'une partie... Vous, dans votre projet, pardonnez-moi, c'est ce que vous souhaitez renforcer, si vous êtes élu maire de Dax, renforcer ce tissu social, on est sur le domaine de la prévention. Alors évidemment, ça ne règle pas tout non plus, mais... la prévention, déjà, fait beaucoup de choses. Parce que si les habitants eux-mêmes se réapproprient leur quartier, si effectivement eux-mêmes sont en capacité de vivre dans de bonnes conditions, dans un bon climat, ben je pense qu'effectivement, les gens malveillants auxquels il est fait allusion dans cette question, ben, ils n'auront plus leur place, peut-être. Voilà, c'est juste terminé. Attendez, vous étiez contre la police municipale, l'armement de la police municipale, pourquoi ? Oui, parce que effectivement, nous n'en voyons pas l'utilité au moment où la question a été posée. Du reste, je n'en vois toujours pas vraiment l'utilité. Alors, M. Dubois dit ça rassure tout le monde. Alors, bon, d'accord. C'est vrai que ça semble aller dans le sens de l'histoire. Moi, je constate juste que cela ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on arme la police municipale que tout à coup, tous les crimes et délits vont disparaître. C'est faux. Par contre, que la police municipale soit vraiment une police de proximité, qu'elle aille dans les quartiers, qu'elle soit visible déjà, qu'elle puisse être présente chaque fois qu'on l'appelle, là, effectivement, je suis un peu plus d'accord. Répondez sur cette question, M. Dubois, parce qu'on a encore un thème pour terminer l'émission, il ne reste que 4 minutes. Très rapidement sur les chiffres déjà, ce sont des chiffres qu'on voit des tendances nationales, il y a une augmentation du narcotrafic partout, il y a une augmentation des violences intrafamiliales, et quand on traite ces sujets, on voit que le nombre de statistiques augmente parce que les gens portent plainte, les gens voient qu'il y a des répondants, et donc on a là l'explication. Il est important de savoir ce que ferait Mme Loumé-Sexo. Vous démontez les caméras, vous enlevez l'armement, on n'a pas très bien compris. Juste sur l'aspect... Si vous avez très bien compris, M. Dubois, je crois que c'était très clair. Le tissu social. Voilà. Mais pas enlever les caméras ni la police municipale, en fait. En tout cas, elle était contre, donc a priori, elle trouve qu'il n'y a pas d'utilité, donc je pense qu'elle les démontrera. Sur le tissu social et notre présence dans les quartiers, là aussi, il faut mettre fin à cette parabole dogmatique, parce que on a la volonté d'avoir une politique de répressive forte, on enlèverait toute la partie sociale et présence dans les quartiers. C'est faux. Il y a toujours autant d'animateurs dans les quartiers. On a même mis le centre social au cœur du quartier de Cuyès pour que les habitants y aient accès plus facilement. Madame Loumé-Sexo n'est pas d'accord. Ben oui, mais c'est pourtant la réalité. Le CCAS qui gère cet accompagnement social, on a augmenté les sommes qui lui sont allouées de 300 000 € chaque année. C'était 1,8 million du temps de Madame Loumé-Sexo. C'est 2,1 millions depuis que nous sommes là. Donc il faut arrêter avec ces falles. Bien évidemment, on marche sur nos deux pieds. Il y a l'aspect répression qui est très important, et là on ne tombera pas d'accord. Et puis bien évidemment, ce lien social, il doit continuer. On doit accompagner ceux qui en ont besoin pour qu'ils soient sur la même ligne de départ que tous les autres pour réussir dans la vie. Il n'y a jamais eu de remise en cause de ce point de vue. Madame Loumé-Sexo là-dessus. Et après, juste une dernière question à tous les deux en 1 minute. Donc vous avez à peu près 50 secondes pour vous exprimer sur ce sujet, et après vous aurez 1 minute chacun pour conclure. Donc M. Dubois me confirme bien qu'il y a bien des éducateurs, des animateurs de quartier dans tous les quartiers. Il y en a 3 comme il y en avait 3 de votre temps. Donc ça, ce sont des médiateurs dans le cadre de la politique de la ville, M. Dubois. Ils ont cette fonction-là, et ils étaient 3, et il n'y a pas eu une suppression de poste entre votre présence et la nôtre. Si vous avez des éléments, montrez-moi, parce que ce serait encore mensonger. Il n'y a pas eu une suppression de poste sur ces sujets-là depuis que nous sommes là. Je pense qu'on ne parle pas tout à fait la même chose. Je vous parle d'éducateurs. C'est très clair quand je vous dis qu'il n'y a pas eu de suppression de poste. Je parle d'éducateurs. Je pense que là, on sent quand même que si vous avez vu des suppressions de poste, dites-le, parce que c'est faux. Donc,
clarifier très clairement. Des Je vous dis, éducateurs de il n'y a quartier. pas eu une suppression de postes sur ces sujets-là. On ne peut pas être Alors, plus clair. si vous parlez des médiateurs dans le cadre de la politique Sur de la tous les ville, sujets. il y a 3 postes, Sur tous effectivement. ces sujets. Il en est resté un pendant un moment, il y en a à nouveau 3, mais il y a quand même un turnover qui est un Madame petit peu Sexo, inquiétant. on va Moi, j'ai terminer. été très Le clair, débat madame pourrait Sexo. continuer là-dessus, vous ne serez pas d'accord Ben, là-dessus. c'est clair, il n'y Il a nous pas eu de reste- suppression, il n'y a pas eu de Il suppression. nous reste un peu plus d'une minute, 1 minute 30 à tous les deux, donc en quelques secondes. Pourquoi faudrait-il voter pour vous? Pourquoi les électeurs d'Aquoise et d'Aqua, les électrices, devraient voter pour vous le 15 mars? L'exercice est difficile, mais allez, une trentaine de secondes pour vous. Trentaine de secondes, allez, chrono. Mais parce que je vais me consacrer à Dax à 100%. Voilà, tout simplement. Je n'augmenterai pas mes indemnités d'élu quand j'arriverai, ça ne sera pas mon premier choix. Je ne cumulerai pas les mandats. Et puis, je serai quelqu'un qui tient à prendre soin, à protéger, à protéger à la fois les habitants, mais aussi leur pouvoir d'achat, les commerces, la santé, les enfants, les seniors, etc. Donc c'est vraiment l'idée Monsieur de Dubois. prendre soin et de rassembler. Je vous remercie. Monsieur Dubois, 30 secondes, vraiment, et je vous chronomètre. 30 Parce secondes. qu'il y a une dynamique qui a été lancée sur le mandat qui s'achève. On a réalisé 95% de ce sur quoi on s'était engagé. On a même fait des choses en plus. Les Dacoises et les Dacois le constatent. Et il ne faut pas que cette dynamique s'arrête. On l'a vu que beaucoup de projets, comme celui de la salle de spectacle, seraient remis en question s'il y avait un changement. Les gens ont envie que Dax garde sa place qu'elle vient de retrouver. Dax a été relancé. Il faut que ça perdure et avec nous, ce sera le cas. Merci beaucoup à tous les deux d'être Merci. venus sur ce plateau. C'est la fin de ce dimanche en politique. Je rappelle, vous êtes les deux candidats déclarés à 7h aux élections municipales à Dax. Julien Dubois, le maire sortant Horizon. Viviane Noumé-Sexo, candidate de l'Union de la gauche d'opposition. La semaine prochaine, à votre place, on s'intéressera à la ville d'Agen, là encore dans le cadre de ces élections municipales. Merci. Merci. Merci beaucoup.